Je ne sais pas si parmi vous, tout le monde est très familier de la cantine. Est-ce que certains d'entre vous ne sont jamais venus ici? Ouais, il y en a quand même. Ok. Je vais donc prendre juste 2 petites minutes pour vous expliquer ce qu'on fait dans ce lieu. La cantine numérique, c'est un espace qui a pour vocation de fédérer l'ensemble des acteurs du numérique sur le territoire nantais, enfin, plus globalement la métropole et même les acteurs régionaux. On est à la fois un espace de coworking, un espace d'animation événementielle, puis au-delà de ça, un réseau de plus de 300 entreprises du numérique sur le territoire. Alors pas uniquement FinTech, toutes les tendances, toutes les thématiques du numérique. C'est un peu la maison des innovateurs, en fait, la cantine. Donc on est une équipe d'une dizaine de personnes. Vous avez vu Céline vous accueillir à l'accueil tout de suite. Je la salue là-bas, c'est elle qui a organisé la soirée avec Gisela. Et donc du coup, la cantine est positionnée naturellement sur quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la French Tech, et plus particulièrement Nantes Tech. En l'occurrence, c'est la cantine qui pilote la labellisation de Nantes à la French Tech. Jusque-là, si tout le monde arrive à suivre. Et dans la French Tech, il y a ce qu'on appelle des réseaux thématiques. Il y en a 9, si ma mémoire est bonne. Dans ces 9 réseaux thématiques, il y en a un qui nous concerne plus particulièrement ce soir, qui est celui des FinTech. Alors Nantes n'est pas labellisé FinTech, mais on a le plaisir quand même d'accueillir l'étape nantaise donc, du FinTech Tour. FinTech Tour qui fait donc le tour de toutes les métropoles labellisées French Tech. Il y en a 13. Donc Nantes fait partie de ces métropoles labellisées French Tech, donc c'est notre tour ce soir d'accueillir le tour de la FinTech. Je ne vais pas faire très long, sauf si vous avez des questions, mais je ne pense pas que ce soit pour moi que vous soyez venus. Donc je vais peut-être laisser la parole tout de suite à Gisela, qui sera votre hôte ce soir, et qui aura le plaisir d'accueillir et de vous présenter l'ensemble de nos invités. On va parler notamment blockchain. Gisela, je te laisse le micro. Bonsoir. Pour commencer, je vais vous passer les vidéos officielles du FinTech Tour. Comme ça va vous aider un petit peu, ça va vous donner une idée de nos actions. Et voilà. Alors le French Tech FinTech Tour, c'est vraiment aller à la rencontre des différents écosystèmes FinTech dans plusieurs villes de France. C'est en participant à ce FinTech Tour que ce sera l'occasion de découvrir certaines FinTech régionales et découvrir que dans chaque région, il y a déjà une structuration qui est très forte. C'est une série d'événements dans lesquels il y aura des pitchs, des tables rondes et du networking avec les FinTech, des investisseurs, des grands comptes, des incubateurs et des acteurs locaux, publics et privés. Tout le monde peut participer au FinTech Tour. Des étudiants aux entrepreneurs, des investisseurs aux chercheurs, tout le monde. Le FinTech Tour fera étape dans 13 villes en France et toutes les dates et informations sont disponibles sur le site internet du FinTech Tour. Au sein de la French Tech, le réseau FinTech est composé de 5 membres. La métropole de Brest, la métropole de Lorraine, la métropole de Montpellier, l'association France FinTech et le pôle de compétitivité mondiale Finance Innovation. Donc voilà, avant de commencer avec la présentation de la feuille de route et les actions, derrière la feuille de route, je passe la parole à Bertrand Dufour de la société RSM, qui est sponsor en fait de l'étape nantaise. Et il va nous expliquer voilà, pourquoi RSM sponsorise cet événement. Merci Gisela, bonsoir tout le monde. Donc effectivement, je suis associé au sein du réseau RSM en France, qui comprend un membre à Nantes. Pourquoi est-ce qu'on a souhaité sponsoriser cet événement? D'abord, en tant que prestataire de services financiers au sens large, on est concerné en premier plan pour l'évolution de nos métiers
en considérant les apports potentiels, notamment de la blockchain, et en deuxième lieu pour nos clients, qu'on accompagne à la fois en service financier et également sur la ligne Startup Scale-up que je coordonne en France. Moi, je suis lyonnais d'origine, puisque la province est forte. Et la province est forte également sur l'univers FinTech, ce qui est assez intéressant par rapport à un environnement parfois très parisien dans les startups. Voilà, donc je suis très heureux d'être présent parmi vous avec un de mes associés nantais, Vincent Jeannot. Merci, Gisela. Merci Bertrand. Donc moi, je vais vous présenter très rapidement les actions derrière cette feuille de route. Donc voilà, la première action, elle est cette FinTech Tour qui a comme objectif d'aller sur 13 villes en France. L'objectif est de mettre en valeur l'écosystème FinTech local et aussi de créer des liens entre les différents acteurs présents ce soir afin de montrer les atouts de l'écosystème FinTech dans les régions. Donc ensuite, on travaille aussi sur la promotion du dispositif créé par la French Tech. Le Pass French Tech, c'est un programme d'accompagnement des sociétés en hypercroissance. Et au niveau international, nous avons travaillé sur un document sur l'attractivité FinTech en France. Donc, le document il est presque finalisé et c'est à bientôt dévoilé. Il y a des données quantitatives et qualitatives dans ce document. Et l'objectif est d'attirer un maximum des investisseurs et des entrepreneurs étrangers en France. Ensuite, on a les 3 événements incontournables du secteur FinTech. On a les Paris FinTech Forum, les mois de janvier, les FinTech Révolution, les mois d'avril, et les FinTech Community, les mois de juin et décembre. Et pour finaliser, la cinquième action porte sur l'attractivité de la France lors du Brexit. Donc, nous travaillons déjà avec la French Tech au UK, à Londres particulièrement, afin de mettre des actions avec l'objectif de mettre en valeur les FinTech françaises au UK. Donc voilà de mon côté pour la feuille de route. Comme vous l'avez vu, on est 5 membres. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo, mais seulement pour vous rappeler, nous sommes 5 membres derrière toutes ces actions. Et la métropole French Tech Brest, Lorraine, Montpellier, Finance Innovation et France FinTech. Et maintenant, je vais passer la parole à Marie-Noël du MEDEF et à JetBull de la société Neftis qui vont nous parler d'une thématique super importante pour les entrepreneurs, le financement de PME. Merci Gisela. Alors, moi je représente le MEDEF ce soir qui soutient et qui est très fier d'être parmi vous et de participer au Tour de France de France FinTech. Pourquoi on est partenaire? Parce que le MEDEF a lancé il y a à peu près 6 mois une plateforme digitale qui a pour objectif de mettre en relation des entrepreneurs de petite taille, des TPE et des PME avec des fonds d'investissement. Certains d'entre eux d'ailleurs sont là ce soir et certains d'entre eux sont aussi membres de France FinTech de par leurs solutions de financement innovantes. L'idée derrière tout ça, c'était d'offrir des solutions complémentaires des solutions bancaires aux entrepreneurs en région pour pouvoir élargir le champ des possibles dans leurs objectifs de croissance et de levée de fonds. Donc MAI, MEDEF Accélérateur d'Investissement, j'ai laissé des plaquettes et je suis là pour répondre à vos questions, et a pour objectif donc d'accompagner, de mettre en relation, d'informer les chefs d'entreprise aux solutions innovantes de financement pour pouvoir les aider à accélérer leur croissance. Je vais passer la parole à... Merci en tout cas pour cette introduction. Merci Gisela aussi d'avoir organisé cet événement et bienvenue à Nantes. C'est une première pour nous, Neftis, sur ce type d'événement. On a l'habitude de se déplacer un peu partout en France, mais nous sommes une plateforme de financement et donc on a vocation à financer toutes les entreprises en France. Et qui dit plateforme de financement, dit nouvelle solution de financement. Donc aujourd'hui, Neftis est la première plateforme de financement des entreprises innovantes en France.
start-up et PME innovantes à travers un premier produit qui est le préfinancement du crédit d'impôt recherche innovation. Aujourd'hui, le crédit d'impôt recherche est un élément central des pouvoirs publics pour soutenir les entreprises, mais il a cette particularité de ne pas s'inscrire dans le même temps que les chefs d'entreprise. Donc les entreprises constituent leur crédit d'impôt recherche, déposent leur liasse fiscale et attendent entre 6 et 12 mois pour pouvoir toucher le bénéfice de leur crédit d'impôt recherche. Donc vous comprenez, ça fait entre 12 et 24 mois de trésorerie qui est dehors pour l'entreprise. C'est de l'argent qu'elle ne peut pas mobiliser pour accélérer sa recherche, faire de nouveaux investissements ou recruter. Et c'est à ce moment-là que Neftis a eu l'idée de créer ce dispositif de préfinancement du crédit d'impôt recherche à travers une offre aujourd'hui qui est unique sur le marché, qui est le préficiaire. Donc aujourd'hui, on a vocation à financer toutes les entreprises françaises sans aucune discrimination, sans aucune distinction de taille, de secteur et encore moins de ratio financier. Donc nous ne sommes pas une banque, on va changer la nature de l'analyse, donc on va surtout s'intéresser sur la survie de l'entreprise dans les prochains mois et pas dans les prochaines années. Nous ne sommes pas un investisseur, on n'a pas un temps long. Nous, on veut impulser une dynamique à l'entreprise, lui apporter du cash immédiatement, c'est-à-dire notre processus dure entre 2 et 4 semaines. Au bout de 4 semaines maximum, l'entreprise, grâce à notre plateforme et notre expertise, peut récupérer son crédit d'impôt recherche. L'entreprise peut le mobiliser immédiatement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée d'attendre la clôture de son exercice fiscal pour pouvoir prétendre à ce droit. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'engagement des dépenses, l'entreprise peut en quelque sorte s'autofinancer, accélérer sa recherche et faire face des fois à certaines difficultés de trésorerie. Parce qu'aujourd'hui, la trésorerie, pour les jeunes entreprises, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si elles n'ont plus de carburant pour avancer, c'est la panne sèche. Et on sait que derrière, il y a de belles innovations, il y a de belles entreprises et surtout, il y a de belles histoires encore à raconter. Donc nous, on vient en complément des investisseurs, j'ai envie de dire plutôt long terme, on apporte notre soutien à très court terme. Donc, nous ne sommes pas une banque, donc nos ratios de calcul, d'analyse sont totalement différents. On va simplement s'intéresser à la qualité des travaux de R&D de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on est les premiers, on est les leaders sur le marché et même leaders sur les plateformes de prêt aux entreprises. Donc depuis le lancement de notre offre, c'est 250 millions d'euros de financement en 3 ans, 300 entreprises financées et plus de 500 opérations de financement. Pourquoi 500 opérations? Parce que les entreprises reviennent d'année après année. Et donc voilà un peu le succès de Neftis, c'est qu'aujourd'hui, Neftis, ce n'est pas simplement la fintech qu'on imagine et qu'on fantasme. Aujourd'hui, Neftis a un impact dans le réel. Nous, on veut avoir un impact dans le réel, changer les choses au quotidien, et on est là pour aider les entreprises à travers un outil innovant. Donc, on est la seule start-up qui finance d'autres start-up aujourd'hui en France. Merci. Merci Marie-Noël, merci Jules. On va passer la keynote. Pour cela, il y a Jean-Marie Pinson qui va nous présenter les dispositifs néo-business de la Caisse d'épargne. Bonsoir à tous, Jean-Marie Pinson, vous avez dû me reconnaître sur la photo, c'était moi. Je suis responsable du marché des entreprises à la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire, qui est une banque coopérative de plus de 3000 collaborateurs, 1,6 million de clients, des particuliers, des professionnels, des entreprises, des structures de l'économie sociale, des collectivités publiques. Et elle a la particularité, au travers de son modèle coopératif, d'être détenue par ces 530 000 sociétaires. Alors on est particulièrement heureux d'être sponsor de cet événement. On remercie donc la cantine de nous accueillir et puis le réseau thématique d'en faire autant. On partage une conviction, c'est que le développement de la FinTech ne va pas passer exclusivement par la région parisienne, encore moins par Londres, et qu'il y a beaucoup d'espoir, en tout cas nous en tant que banque régionale, on fonde beaucoup d'espoir sur le développement régional. Le développement de la FinTech va passer par les startups. Et les start-upers ont besoin de rencontrer les acteurs de la banque et du financement déjà installés pour effectivement trouver des financements et trouver des sources de partenariat. Nous, en tant que banque, on ne considère pas les FinTech comme un ennemi potentiel, mais comme un partenaire qui va nous servir dans notre objectif d'élargir notre gamme d'offres de produits et services
à destination de nos clients, puisque les demandes sont croissantes et sont multiples. Donc, alors NeoBusiness, je vais vous parler de NeoBusiness, c'est l'instant promotionnel, mais qui est quand même en lien avec la thématique d'aujourd'hui. NeoBusiness, c'est un dispositif qui a été imaginé et déployé par la Caisse d'épargne pour accompagner l'innovation dans les entreprises et les entreprises innovantes. Donc on adresse à la fois les startups, les fintech, mais les autres entreprises innovantes, les autres startups, comme les entreprises établies qui développent un programme d'investissement ou de recherche et développement de nature à modifier de manière substantielle leur modèle économique. C'est la philosophie de l'intervention. Donc, NeoBusiness, c'est avant tout un dispositif incarné. Ce sont des chargés d'affaires innovation. On en a un qui est présent dans la salle et puis que je vous présenterai tout à l'heure, Geoffroy Castera. Ce sont des chargés d'affaires qui sont expérimentés, on les a choisis expérimentés et on les a formés spécifiquement à l'innovation pour être en capacité de recevoir et de comprendre une spécificité de besoin et d'évoluer vers des business models différents et une analyse de risques différente qui parfois peut se dispenser, c'est le cas pour les startups, d'une documentation comptable historique puisque souvent elle n'existe pas. Voilà, donc on a donné à ces chargés d'affaires, comme à notre filière engagement, des clés de lecture pour décrypter ces modèles. Donc NeoBusiness, c'est aussi des partenariats avec les acteurs des écosystèmes locaux de l'innovation et des partenariats nationaux, avec notamment le Madines, avec également l'accélérateur récemment créé par les arts et métiers, ce qui est un principe intéressant. Les premières, donc le réseau d'entrepreneurs innovantes, et puis également le FAS 50 qui récompense les entreprises technologiques de croissance. Alors NeoBusiness, en quelques mots, c'est une offre à étages. Le premier étage de cette offre est composé de services bancaires pour faciliter le quotidien, gérer les encaissements, sécuriser les paiements. C'est une gamme d'assurance, vraiment une offre bancaire sur mesure. Également tout un dispositif lié à l'accompagnement à l'international qui est une thématique, une motivation forte des startups et notamment des fintech. C'est également des solutions dédiées, articulées autour d'un prêt spécifique qu'on appelle le prêt innovation, donc qui finance les besoins matériels et immatériels de l'entreprise, avec un fonds de garantie qui joue comme effet de levier sur notre capacité à intervenir en financement sur le projet des entreprises. C'est également un partenariat avec une plateforme de crowdfunding et bientôt peut-être d'autres. Je regarde mon voisin, Happy Capital. Et puis c'est une mise en relation avec des investisseurs locaux, régionaux, pour la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, c'est Sodero Gestion, qui est sa filiale depuis 1999, qui est une société de gestion forte de 60 ans d'expérience et qui gère 180 millions d'actifs. Voilà. Seventure fait partie de la galaxie BPCE, donc l'organe de contrôle du groupe d'épargne, et a plutôt vocation à intervenir sur les projets de biotech. Donc, NeoBusiness, je vous dis que c'était un dispositif incarné, donc vous pouvez suivre l'actualité de ce dispositif sur le site Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire. On a également créé une chaîne YouTube spécifique, le compte Twitter NeoBusiness, et puis on a choisi dans un premier temps, c'est une première étape, je vous ai dit que NeoBusiness c'était un dispositif relativement récent, 2016, de créer des postes de chargés d'affaires innovation dans 4 grandes métropoles. Je pense qu'on déploiera par la suite. Et donc vous avez ici l'identité de nos 4 magnifiques chargés d'affaires, dont un est dans la salle, et vous le reconnaîtrez en vous retournant. Donc vous avez les coordonnées effectivement de nos collaborateurs. Voilà, présentation du dispositif NeoBusiness. J'ai souhaité également faire intervenir Amélie André, qui est la directrice de Novapulse, qui est l'incubateur qui a été récemment créé par notre filiale Sodero Gestion, et qui vient d'accueillir hier ses premiers incubés. Donc je voulais qu'elle vous parle de cette expérience spécifique. Et dans ces nouveaux locataires, partenaires, futures pépites, il y a effectivement une FinTech parmi elles. Merci à tous. Merci Jean-Marie. En effet, Novapulse en 2-3 minutes également. Il y a une initiative
Du côté de Lyon, c'est le B619 qui a été créé par la Caisse d'épargne. Ils avaient B612, pardon, créé par la Caisse d'épargne et qui a fait partie du Tour. Eux, ils sont spécialisés fintech. C'est un incubateur accélérateur fintech, 100% fintech. Novapulse, il a été décidé que ce soit pas 100% fintech, que ce soit plutôt une initiative généraliste, vu que c'était porté par Sodero-Gestion, le capital investisseur de la Caisse d'épargne. Donc plutôt une philosophie généraliste. On va travailler bien sûr avec les fintech, on verra comment sélectionner à chaque fois au moins une fintech. Et on va travailler aussi en partenariat avec certaines fintech sur la notion d'investissement et de financement. Donc Sodero-Gestion, c'est la société de gestion qui a un mandat de gestion notamment Pays de Loire, Pays de la Loire Développement, qui est donc l'investisseur avec lequel je vais être en partenariat, et Novapulse, qui est une filiale qui a été créée spécifiquement pour être un incubateur. Donc en ce sens, on peut parler qu'on est un incubateur investisseur. Notre positionnement aujourd'hui, c'est de cibler des startups, des entreprises innovantes qui sont créées, donc qui sont en phase d'amorçage, qui ont leur capital social, qui ont leur siège social en Pays de la Loire, parce que c'est une initiative territoriale sur la région Pays de la Loire. On est sur une phase de préaccélération, donc on veut les emmener à leur étape de levée de fonds, donc il ne faut pas qu'ils aient déjà dilué leur capital idéalement. Nous, on veut les accompagner et accélérer, maximiser cette étape de levée de fonds. Donc c'est sur ce sujet que nous allons nous positionner, multisectoriel, en suivant bien sûr les tendances de la non-tech, la fintech en fait partie, mais tout un tas d'autres sujets sont très importants. Et on va rechercher, comme je disais, ce prisme innovation, donc une offre disruptive. Aujourd'hui sur Nantes, il y a beaucoup de dispositifs qui sont sur le numérique et le digital. On élargit le spectre aussi en allant sur d'autres formes d'innovation, l'innovation d'usage, l'innovation technologique. Donc le modèle, en 2 mots, on n'est pas un espace de coworking, on ne loue pas de l'espace. Il y a 7 dispositifs, notamment celui de la cantine qui est très bien pour cela. Nous, ce que l'on propose, c'est un modèle hybride, un modèle assez innovant qui n'est pas non plus présent sur le territoire. Pays de la Loire Développement fait une avance à chaque start-up qui est accompagnée et hébergée chez Novapulse pendant 1 an. Cette avance est remboursable en actions au moment de la levée de fonds, et uniquement au moment de cette levée de fonds, en fonction de la valorisation qui sera décidée. Donc on ne prend pas des parts tout de suite, on en prend vraiment au succès, et s'il y a un accord du dirigeant d'être investi notamment par Pays de la Loire Développement en co-investissement avec d'autres investisseurs. Et ce modèle a été pensé pour durer dans le temps. Pays de la Loire Développement, c'est un véhicule qui est plutôt patient, qui investit pour 8-9 ans, avec l'idée d'être là à la première levée de fonds, mais également présent sur la 2e, voire la 3e. Voilà pour le modèle. L'offre aujourd'hui, donc, c'est 4. C'est un espace partagé avec des investisseurs à résidence, qui sont des salariés de Sodero-Gestion, dans le centre-ville de Nantes, à quelques pas d'ici, dans 1000 m². Un programme d'accompagnement d'1 an. On veut un temps long également pour bien les connaître et les accompagner sur un sujet primordial qui est leur étape de levée de fonds, comment optimiser leur parcours de financement, mais aussi sur 2 autres sujets qui nous semblent importants, le développement personnel de l'entrepreneur ainsi que le développement de son projet d'entreprise, et enfin bien sûr le nerf de la guerre, l'acquisition client et le développement commercial. Le co-investissement possible à la levée de fonds par Pays de la Loire Développement, et l'accès à notre portefeuille de dirigeants de PME et de TI avec qui les entrepreneurs vont pouvoir interagir et faire déjà des terrains d'expérimentation, et plus largement avec le réseau Caisse d'épargne et groupe BPCE sur des sujets de transformation digitale et autres qui seront déjà des moteurs d'accélération de leur accès marché. On a commencé officiellement hier, donc c'est très récent, après une année de 6 mois de rénovation du bâtiment et de lancement des partenariats. Et aujourd'hui, donc, on a 7 premiers projets que nous allons accompagner. On a une fintech, We Do Good, il doit être présent dans la salle, Jean-David, qui va représenter cette coloration fintech pour cette première promo. Mais tous les autres sont sur des secteurs très variés. Donc on retrouve de l'objet connecté pour les motards avec CNT Performance, du service d'enlèvement avec Abra Debara, Keslo Analytics qui était présent aussi à la cantine depuis 6 mois, c'est de l'intelligence artificielle dans le domaine juridique. Yakman est dans les assurances, ils étaient accompagnés par le village Baïsera également. Et Somewhere, c'est une boîte d'Angers qui est sur du mapping, un peu comme Mappers, de la cartographie dans le domaine touristique. Vous pourrez aller voir, je ne suis pas là pour faire non plus la promo de tout le monde, mais c'est les 7 premiers entrepreneurs que l'on va accompagner cette année et avec qui on va lancer Novapulse et cette initiative portée par la Caisse d'épargne sur le territoire. Merci beaucoup. Alors, on va demander à nos
intervenants de venir. Et en attendant, on a oublié quelque chose d'important. Il y a une petite surprise à la fin, un tirage au sort. Donc n'hésitez pas, Gisela, à faire passer la boîte. Mettez votre carte dedans. Et il y aura un petit cadeau à gagner à la fin, surtout pour ceux qui aiment le sport. Gisela, je peux en dire plus ou... Surtout ceux qui aiment le cyclisme. Voilà. Donc n'hésitez pas. Vas-y, Gisela, tu peux faire passer de main en main. Enfin, passez-vous la boîte les uns les autres. Voilà, donc, est-ce que nos intervenants peuvent venir? Laurent, installe-toi. Catherine, Bertrand, Marc et Sébastien. Sébastien, ça va. Voilà, alors on vous a fait un petit panel blockchain, quasiment nantais sauf Marc, c'est avec le parisien consultant aussi. Consultant, c'est la vision globale et régulatoire. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pourriez lever la main les gens qui ont un wallet Bitcoin, Ethereum ou un portefeuille? Levez la main pour qu'on sache un petit peu. Non mais à Nantes, on est vraiment dans la tech high level. D'accord. J'ai dit aux intervenants qu'il fallait qu'on soit pédagogue, mais là, on va pouvoir l'être un petit peu moins. Parce qu'on a quand même pas mal de gens qui connaissent le sujet. Très intéressant. Alors, pour commencer, bon, déjà avec la blockchain, on est d'emblée évidemment à Nantes, mais pas qu'à Nantes. On va parler donc des ICO, on va parler des levées de fonds en crypto-monnaie. Donc, mais avant ça, souvent quand on parle de la blockchain, on parle des crypto-monnaies. Nous, au niveau du pôle de compétitivité, finance, innovation, donc on labellise des projets de recherche et d'innovation dans la fintech, donc beaucoup de projets dans la blockchain. On a vu passer beaucoup de projets sur qui utilisent la blockchain dans les infrastructures. Je pense à des projets comme Isness, comme Phone DLTS, comme Ripple aussi, donc on n'a pas labellisé, mais qui est un projet d'infrastructure blockchain. Donc avant de poser la première question qui est sur les infrastructures, je vais demander à chaque intervenant de se présenter très brièvement, et ensuite on rentre d'emblée dans le sujet. Quel est l'avis de nos intervenants sur ce sujet d'infrastructure, puis ensuite on passera aux ICO et à la compétitivité aussi de la place de Nantes sur le sujet. Donc peut-être, Catherine, si tu peux commencer. Donc, Catherine Feuquet, moi je suis enseignante à l'Université de Nantes, à l'IAE, et nous avons donc, je prépare mes étudiants à leur future vie de conseiller bancaire sur le domaine des marchés, sur le domaine des professionnels, des entreprises ou en gestion de patrimoine, et je leur explique qu'effectivement, entre la blockchain et les fintech, leur métier va pas mal changer. Donc on avait fait une conférence sur la blockchain il y a 2 ans maintenant. Un certain nombre d'entre vous avaient peut-être participé, et puis on va certifier nos diplômes avec BC Diploma, qui est une solution donc de certification de diplôme sur la blockchain. Et nos étudiants, ça y est, commencent à s'acculturer. Quand on fait des petits concours de start-up fictives, ça y est, ils pensent à des projets blockchain, donc on y arrive petit à petit. Ils se disent que les usages peuvent être intéressants, même si nous, on n'est pas techniciens à la base. Voilà. Bonjour à tous, donc moi c'est Laurent Lourenço, donc moi je suis cofondateur d'une start-up dans le domaine de la blockchain sur Nantes avec 7 autres personnes. Donc le projet s'appelle Unique Name, j'utilise mon t-shirt pour pitcher. En fait nous on a vocation à démocratiser et à simplifier les usages de la blockchain, pas uniquement crypto, on en parlera tout à l'heure, dans tous les domaines d'activité, en permettant à chacun en fait de faire des transactions en utilisant une adresse aussi simplement qu'une adresse mail, plutôt que d'utiliser des adresses cryptographiques. Donc c'est un concept assez simple, mais assez innovant, puisque aujourd'hui, un des gros freins d'adoption dans le domaine de la blockchain, c'est justement l'utilisation des adresses cryptographiques. Donc aujourd'hui, on devrait publier notre white paper, qui est le document technique qui va soutenir notre projet d'ici 10 jours maximum. Il a été revu déjà par des advisors. On est en pleine levée de fonds. Donc on en parlera tout à l'heure, on fait une levée de fonds hybride, donc c'est pas exactement une ICO, on expliquera aussi ce que c'est. Et puis on est accompagné par plusieurs advisors dans cette aventure.
donc par une des premières ICO françaises réussies qui est BC Diploma, dont parlait Catherine tout à l'heure, donc avec Luc Jarry-Lacombe qui nous accompagne. On est aussi accompagné par un Founders Venture, en fait, qui est une société suisse qui nous accompagne pour la levée de fonds et pour structurer en fait notre ICO. Et puis on est aussi accompagné par une école d'informatique nantaise, qui est l'école Innov, qui nous héberge et avec qui on a un partenariat. On pourra reparler des formations dans le domaine de la blockchain aussi tout à l'heure. Voilà. Merci. Bonsoir Bertrand. Donc moi je suis là à 2 titres. Le premier, au niveau du réseau RSM, je copilote, en tout cas je tente, la transformation digitale donc pour environ 1 millier de collaborateurs en France, avec les enjeux du coup, je dirais, d'ouverture d'esprit pour un public qui n'est pas forcément par principe, on va dire, pour lui expliquer que tout son environnement réglementaire, métier, outils, va basculer d'ici quelques années. Alors, on va pas s'amuser à dire d'ici combien de temps. Toujours est-il que ça se prépare, ça oblige à donner une forme d'agilité intellectuelle, mais pas que, à des personnes qui ne se sont pas forcément qualifiées pour des raisons d'agilité. Moi j'ai fait un BAFA Cirque, donc ça m'aide un petit peu, mais dans le principe, ça c'est mon premier job. Et mon deuxième job, du coup, je m'occupe de la ligne Startups, ce qui implique que j'ai un certain nombre de clients qui travaillent dans l'environnement FinTech, y compris blockchain, mais pas que, comme on dit, et avec des problématiques également d'ICO. Voilà, donc deux casquettes que j'aborderai probablement plutôt sous l'angle absolument rébarbatif du réglementaire, mais qui est un point assez important quand même dans les questions qu'on va aborder. Merci. Alors bonjour, je me présente Marc Epenéguin. J'ai fondé Cryptorn. C'est une fintech qui a pour objectif de débloquer le financement pour les startups et les PME, pour que ce soit plus professionnalisé, pour qu'on les accompagne, et aussi pour apporter un marché secondaire, surtout aux investisseurs. Donc on se situe entre l'ICO et l'IPO, on appelait ça ITO. Et l'objectif, c'est vraiment, grâce à notre blockchain qu'on a développé en interne, de permettre de débloquer tout ça. Pour les investisseurs, le marché secondaire leur permettra de passer le pas plus facilement. Et on veut surtout accompagner les entrepreneurs. C'est pour ça que je suis très heureux d'être à Nantes, parce que notre premier cible, c'est les startups qui ne sont pas à Paris, qui ont moins accès au VC, au VA, et nous, on les cherche. On veut absolument leur proposer notre solution pour leur dire, nous, on vous accompagne, on va vous aider à trouver des fonds. On va faire quelque chose ensemble. On a une documentation, on a un white paper pour chaque startup qu'on fait certifier par un commissaire aux comptes, un cabinet d'avocats et une agence de notation. Donc on apporte une vraie information aux investisseurs et ça permettra de professionnaliser vraiment les levées de fonds. Voilà. Bonsoir à tous. Je m'appelle Sébastien Gouspillou, je suis le fondateur et le CEO de Big Block Data Center, qui est une société nantaise basée à Orvaux. C'est un projet sur lequel je travaille depuis un peu plus de 2 ans. L'entreprise est créée depuis 13 mois maintenant. Donc on fait du calcul blockchain, c'est l'essentiel de notre activité. Alors le calcul blockchain, ça sonne bien. En réalité, on appelle ça d'un nom plus trivial qui s'appelle le mining. Donc le mining consiste, c'est le travail d'ordinateurs, de serveurs. Leur travail consiste à valider les transactions sur les réseaux blockchain existants, c'est-à-dire sur les réseaux de crypto-monnaies. Parce que énormément de projets blockchain, mais les blockchains existantes sont essentiellement des blockchains monétaires. C'est essentiellement la blockchain Bitcoin qui représente aujourd'hui 58% de la capitalisation de toutes les blockchains, toutes les crypto-monnaies. Voilà, donc on a cette activité-là de mining. Moi, je suis consultant mineur pour les gouvernements, c'est-à-dire que je voyage un peu partout dans le monde pour expliquer à des pays qui sont producteurs d'électricité comment tirer profit de cette nouvelle industrie qui est le mining, qui est en pleine révolution. Il y a un rebattage des cartes actuellement dans le mining. Pour ceux qui connaissent un peu, ça se passait beaucoup en Chine jusqu'à il y a encore peu de temps. Et puis ça s'est propagé au Canada, aux pays de l'Est. Et aujourd'hui, beaucoup de pays ferment la porte aux nouveaux mineurs parce que ils ont leur compte, ils ont leur quota d'électricité distribué aux mineurs. Donc il y a une redistribution des cartes, de nouveaux pays qui s'ouvrent, dont la France. Donc on a une action très de lobbying, enfin si on peut appeler ça comme ça, parce qu'on est tout petit et puis nantais, mais on essaye de sensibiliser les politiques, les acteurs du système financier, les acteurs de l'économie, tout simplement, à l'intérêt de cette industrie. C'est une industrie considérable aujourd'hui, et pour nous, il n'est pas question qu'on passe à côté. Voilà. Et on a d'autres activités, notamment on est en train de monter un exchange sur Internet
et un comptoir physique à Nantes qui va s'appeler le comptoir du Bitcoin, où vous pourrez venir acheter et vendre vos crypto-monnaies. Merci. J'en profite que Sébastien a la parole pour changer un peu l'ordre de la table ronde. Donc, on peut commencer sur la compétitivité. Qu'est-ce qui fait que enfin, moi, l'idée que j'avais, c'est que les Chinois, le salaire était pas cher et donc on allait miner en Chine. Qu'est-ce qui fait que la France devient compétitive? Alors, comme je l'ai dit, ce sont les serveurs qui minent. C'est-à-dire qu'on peut gérer une ferme avec 1000 serveurs avec un salarié. D'accord. Voire 2000, 3000 avec assez peu de salariés. Donc, c'est justement un domaine dans lequel on peut être très facilement compétitif. Très facilement compétitif. On crée de l'emploi. Bitfarm, par exemple, au Canada, a créé 300 emplois. Donc, c'est pas négligeable. Mais pour une exploitation qui, elle, est énorme. Donc, il a quand même peu de salariés par rapport au business qu'il génère. Et donc, on est compétitif. Au Canada, il arrive à être compétitif avec des salaires qui sont proches des nôtres par rapport à des Chinois qui ont des salaires beaucoup plus petits. Donc, c'est pas ça le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est le prix de l'électricité. Peut-être une autre intervention sur ce sujet, Marc? Moi, par rapport aux mineurs, avec la chute des altcoins, maintenant les mineurs ils vont sur quelle crypto-monnaie, qu'est-ce qu'ils minent, et vu que c'est très dépendant du hash rate, qui est la puissance de calcul. Tu peux traduire Ouais, j'ai pas encore. Je suis pas expert en mining, j'en ai un à ma droite qui saura vous expliquer mieux que moi, mais chaque altcoin on utilise des algorithmes différents qui définissent la manière dont on va les miner. Donc il y en a où le CPU est meilleur, il y en a c'est des ASIC comme le Bitcoin, il y en a des GPU, donc les cartes graphiques NVIDIA peuvent être meilleures sur certains altcoins et des AMD grâce à un driver que AMD a sorti peuvent être meilleurs, donc ça rentre dans la technique mais c'est pas le but. Le mec, c'est ça. Il pose ta question. C'est des processeurs, c'est ça. Mais la question c'était qu'est-ce qu'on mine maintenant à l'heure actuelle avec la chute de certains revenus de mining sur des altcoins et voilà, c'est surtout ça. Alors, je ne suis pas un spécialiste des shitcoins et des altcoins. Nous, on mine du Bitcoin essentiellement et de l'Ethereum parce que c'est ça qui est sérieux. Ça fait très longtemps qu'on a identifié que la plupart des crypto-monnaies étaient des projets plus ou moins rigolos qui pouvaient servir à expérimenter de nouvelles techniques et plutôt que de les expérimenter directement sur Bitcoin ou sur Ethereum, ça pourrait être sympa de l'essayer sur Dogecoin ou sur autre chose. Mais pour nous, l'essentiel de ces crypto-monnaies n'a pas d'intérêt. Donc, on les a jamais minées, nous. Donc, ce qui se passe avec les GPU, on n'est pas tellement concerné. Si je peux rebondir, sans entendre la technique, vous n'êtes jamais passé par des logiciels comme NiceHash qui permettent de louer sa puissance de mining en échange de Bitcoin et notre puissance de mining va miner des altcoins, donc finalement on en mine, mais on est rémunéré en Bitcoin. Donc ça permet d'augmenter. On voit le financier là. On fait ça. Qui fait de la spéculation. Tu parlais de performance, il y a aussi un enjeu géopolitique en fait derrière cette industrie et l'industrie de la blockchain d'une manière générale, et tout particulièrement du minage, puisque aujourd'hui les pouvoirs politiques et les États en fait n'ont pas de contrôle direct sur l'activité des blockchains publiques. Malgré tout, on voit bien que les pays qui permettent de favoriser ce genre d'activité gardent un regard en fait sur le minage et sur l'activité blockchain pour éviter que finalement il y ait une centralisation des pouvoirs dans certains pays. On avait vu l'année dernière apparaître des puissances de calcul de validation qui s'étaient tournées majoritairement vers la Chine, comme le disait tout à l'heure un peu Sébastien, avec un risque pour le coup géopolitique, c'est que finalement le pays et l'État prennent le contrôle de ces fermes de minage et un contrôle en fait sur les validations de transactions un peu mondiales. Donc il y a un enjeu géopolitique où on voit en fait que les pays aussi s'intéressent et veulent pas rester en reste et ont tout intérêt finalement à favoriser cette économie dans leur pays pour éviter de voir apparaître un pays plus qu'un autre prendre le dessus sur le contrôle en fait de cette activité. Sachant que la limite par rapport à la Chine, c'est qu'effectivement, ça servait aussi à des Chinois pour éventuellement externaliser des fonds et que le gouvernement chinois a effectivement mis le holà sur cette pratique. Donc c'est aussi l'avantage et l'inconvénient de Bitcoin, c'est qu'on fait très très vite le tour de la planète et que ça peut effectivement très vite avoir des conséquences sur les flux monétaires d'un pays. D'accord. On peut peut-être passer aux ICO. Laurent, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton ICO? Comment ça se passe? Comment tu prépares ça? Alors nous, concrètement, on ne dit plus qu'on fait une ICO.
Excuse-moi. Les en fait, aujourd'hui, les ICO, elles ont été un peu galvaudées et le terme a été un peu galvaudé, pas forcément bonne presse. En quelques mots, pour expliquer ceux qui ne connaissent pas, pour expliquer ce que c'est, en fait, c'est une technique de levée de fonds, voire bien plus, je vais revenir dessus, qu'une technique de levée de fonds. En fait, quand vous faites une levée de fonds traditionnelle, vous allez donner en échange des fonds reçus, des actions de votre entreprise. C'est le montage le plus courant. Lorsqu'on fait une ICO, en fait, dans le domaine de la blockchain, on ne va pas diluer le capital de son entreprise auprès des actionnaires et des investisseurs. On va plutôt leur donner en échange, en fait, un droit d'usage futur de votre service, du service de votre entreprise, que produit votre entreprise. Ce droit d'usage, en fait, il se matérialise par ce qu'on appelle un token. Donc un token, en fait, ça va être un jeton, ou c'est un peu comme un jeton, ça s'appelle bien comme ça, qui va tenir et qui va porter, en fait, une partie de la valeur de l'entreprise, puisqu'elle va permettre aux utilisateurs d'avoir accès aux services offerts par l'entreprise. Donc ce qu'on appelle une ICO, c'est Initial Coin Offering, c'est qu'on va offrir un token, en fait, aux investisseurs. Donc c'est un montage très intéressant pour les deux parties, pour les startups. Pourquoi? Parce que leur capital n'est pas dilué. Donc ça, c'est le premier avantage immédiat. Ils gardent le contrôle sur leur entreprise. Il y a assez peu de réglementation, même si on est en train de réglementer énormément ce secteur d'activité, ce qui allège par rapport à une levée de fonds beaucoup plus classique, ce qui allège quand même pas mal la procédure et les coûts en procédure d'avocat. Et pour les investisseurs, il y a un double avantage. C'est qu'un investisseur classique, il va plutôt investir sur le long terme avec une capacité de sortie dans l'entreprise sur un horizon de 7 ans, bien souvent. Là, en fait, avec un montage adossé à des tokens, l'investisseur va pouvoir finalement ressortir beaucoup plus rapidement de l'opération ou partiellement. C'est-à-dire il peut rester en partie et donc il a une plus de liquidité en fait au niveau de son investissement. Donc ce qui fait que c'est intéressant pour les deux parties. Nous, ce qu'on veut faire, c'est ce qui commence à se faire de plus en plus, c'est un montage hybride. Un montage hybride, ça veut dire qu'on fait un premier tour de table avec un fonds d'amorçage classique, on va donner de l'equity, donc des actions de notre entreprise, et ensuite on va faire une deuxième levée avec, en mixant une série A, donc des investissements classiques encore contre de l'equity, mais en plus on va leur offrir aussi des tokens. Donc on va être beaucoup moins dilué qu'avec une levée de fonds classique, et on va quand même permettre aux investisseurs de bénéficier de l'opportunité de la valorisation du token, qui est quand même une des principales raisons pour lesquelles un investisseur investit dans une société blockchain, c'est grâce à sa token économie. Donc aujourd'hui, nous, on est dans cette phase typique de levée de fonds, en discussion avec des investisseurs blockchain, qui sont des investisseurs qui ont une appétence particulière pour cette technologie et qui ne sont pas des fonds traditionnels, qui peuvent être un peu hermétiques pour certains, ce type de technologie, parce qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement de la token économie. Donc on a très peu de contacts en France. Aujourd'hui, nos contacts ils sont plutôt à l'international, même si on a quelques contacts en France. Les investisseurs, paradoxalement, ils se trouvent dans des pays qui ont accéléré la réglementation autour de ce type de levée de fonds, tout particulièrement Malte, Gibraltar, la Suisse, voilà, des pays comme ça. Mais attends, est-ce que tu peux nous dire un petit mot justement comment expliquer le fait que Laurent trouve si peu d'investisseurs en France sur ce genre de sujet? Oui, alors je vais compléter sur l'aspect un petit peu contextuel. Il y a une mission qui a été menée par M. Landau en 2018 sur le sujet des ICO en France, qui faisait un point à fin mai, un rapport qui montrait, qui avait sorti un baromètre, qui montrait qu'aujourd'hui les ICO en France, c'est epsilonien dans l'économie mondiale. Des ICO françaises réalisées en France à fin mai, il y en avait 16. Voilà.
Pour se donner un ordre d'idée, on parle de 130 millions d'euros levés. Donc là, on a peut-être le 17e avec nous. Là. Non, mais il y en a beaucoup qui sont en cours. C'est bien. Je ne suis pas là pour dire que c'est affreux, je dis juste ça remet un petit peu en considération. Et c'est pas lié à un manque d'idées en France. Je pense que c'est un des points qui est important de souligner. C'est lié à deux choses. Effectivement, il y a une méconnaissance du secteur avec des fonds qui ne connaissent pas ou ne savent pas investir. Il y a aussi des banques, ça c'est un sujet qu'on a eu régulièrement, mais il y a beaucoup de banques, pratiquement vous dites j'ai un projet blockchain, ils vous disent vous pouvez même pas créer votre boîte. Je viens déposer le capital. Vous faites quoi de la blockchain? Ah, ça va pas être possible. Et ça, c'est des choses très concrètes de tous les jours qui font que globalement, on a des projets aussi qui ont du mal à décoller. Et on s'aperçoit du coup à date, là, il y a plus de 50% des ICO de projets français qui sont réalisés à l'étranger. Pour se donner un ordre d'idée. Voilà. Après, il y avait un autre rapport qui a été émis par France Digital le mois dernier, qui était intéressant, en partenariat avec la Chaintech, et qui disait la conclusion, la fiscalité est le principal point bloquant du développement des ICO en France. Voilà. Donc c'est pas fun, hein, je suis désolé, mais il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment le traiter. C'est hyper gênant pour moi de vous dire ça, parce qu'on a un métier, on aime bien dire on sait. Là, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que le gouvernement ne veut pas se positionner, à part pour dire c'est super les ICO, on va en faire, c'est génial. En gros, personne ne veut se positionner et on se retrouve avec des enjeux, avec des token utility, comme tu l'évoquais, qui globalement seraient probablement plutôt du chiffre d'affaires, puisque là on vend un service, un bien. Des tokens security qui seraient plutôt des titres. Derrière, on ne sait pas comment ça va être imposé. Les échanges, on ne sait pas s'il faut les taxer. On ne sait pas à quel taux. Au pire, ça serait 60 et quelques %, 68. Donc globalement, ça pose 2-3 questions quand même. Quand on vient vous dire, tiens, je vais faire le business plan de ma levée de fonds, qu'est-ce que je mets? C'est une très bonne question. C'est une excellente question. Donc on part sur des logiques plutôt, je dirais, prudentes. Mais il faut bien garder en tête qu'aujourd'hui, les plus gros ICO qui ont eu lieu en France, on peut parler de... Il y a Dom Raider notamment, qui a été une grosse levée en montant. Les fonds sont bloqués. Voilà. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Quand ils ont levé 45 millions, ils ne peuvent pas y toucher. Ils ont fait une demande à l'administration fiscale de rescrit, donc pour les non-utilisateurs, on va dire, c'est dire bonjour, monsieur le taxeur, comment ça va se passer? Et monsieur le taxeur a dit je ne sais pas. Donc je vais vous répondre bientôt. Alors j'aurais bien aimé, ça fait la 3e table ronde que je fais sur ce sujet. À chaque fois il dit c'est le mois prochain, et à chaque fois je dis je saurai peut-être bientôt, mais j'ai pas de réponse à vous apporter tout de suite. C'est des sujets qu'on suit très près, parce que le jour où ça va se débloquer, ça peut faire un appel d'air, et tous les indicateurs disent que grosso modo il faut y aller. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont mises en place, et il y a une réalité qu'aujourd'hui on ne sait pas précisément comment ça va se traiter. Voilà. Et le refus d'ouverture de compte, c'est pour des raisons de KYC, c'est le fait qu'on ne sache pas d'où vient l'argent. Non, aujourd'hui, si vous voulez créer une boutique pour vendre des t-shirts marqués Bitcoin, vous ne pourrez pas ouvrir un compte en banque. C'est juste ça. Donc il n'y a pas de problème de KYC, c'est une fausse barbe. C'est qu'aujourd'hui, il y a un blocage de la part de l'industrie bancaire vis-à-vis d'une industrie qui est censée la disrupter et qui n'est pas toujours comprise. C'est pas du tout deux systèmes antagonistes et deux systèmes ennemis. Hein. Le protocole Bitcoin n'a pas vocation à faire disparaître les banques, loin de là. C'est deux systèmes qui vont travailler ensemble. Mais ce qui révolutionne la finance, techniquement aujourd'hui, c'est le protocole Bitcoin. Ça révolutionne complètement la finance telle qu'on la connaît. Imaginez que vous pouvez envoyer 10 000 euros à l'autre bout du monde en quelques secondes. Ça veut dire que votre interlocuteur les reçoit immédiatement, 10 minutes maximum pour valider toutes les transactions. Et c'est gratuit, ou pratiquement gratuit. Il n'y a pas de frais bancaires. Donc rien que ça révolutionne complètement le système financier tel qu'on le connaît. Et le système monétaire aussi, parce que la création monétaire est connue à l'avance. Donc il n'y a pas possibilité de planche à billets. On a toujours du mal, nous, à comprendre. Alors on aime bien parler de blockchain et pas parler de Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est un peu sale, hein, c'est un peu sulfureux, ça consomme de l'énergie, ça sert au blanchiment d'argent et au trafic de drogue. Et au financement du terrorisme. Je l'ai pas oublié. Ouais. Bon, alors ça, on a prouvé depuis belle lurette que c'était totalement faux, c'est un fantasme. Hein. On a quand même des spécialistes de la cybercriminalité, des officiers de gendarmerie qui viennent régulièrement dans les tables rondes nous expliquer que c'est totalement faux. Le financement du terrorisme ne passe pas du tout par les crypto-monnaies aujourd'hui. Et si elles doivent passer par une crypto-monnaie, ça sera par le Monero, ou par le Dash, ou par des monnaies anonymes, mais absolument pas par Bitcoin, qui met en danger l'utilisateur. Ça, c'est sûr. Si les patrons de Silk Road sont tombés, c'est parce qu'ils utilisaient Bitcoin. Et qu'il n'y avait rien d'autre à l'époque. Il n'y avait pas de Monero ou de Dash, ou de monnaie anonyme comme celle-ci. Donc, non, il y a un problème culturel qu'on est en train
de changer. Hein. Enfin, la donne est en train de changer. Bertrand disait que le gouvernement ne faisait rien. Si, le gouvernement a donc demandé un rapport à Jean-Pierre Landau, mais à une époque où le gouvernement était contre. Donc le rapport était orienté. C'est Monsieur Landau, vous qui êtes un banquier de la Banque de France, enfin un banquier central, faites-nous un rapport bien dégueulasse. Et puis entre-temps, Bruno Le Maire a changé d'avis. Il s'est ouvert et il s'est dit, tiens, mais non, finalement, c'est une opportunité dingue pour la France. Donc le rapport tombe un peu à plat. Mais il a missionné l'Assemblée a créé 2 missions parlementaires, une sur blockchain et crypto-monnaie et une sur les crypto-monnaies. Une qui est menée par Laure de la Rodière et une qui est menée par Pierre Persson et Eric Woerth. Moi, je participe à ces 2 tables rondes, enfin, ces 2 missions, parce que je suis le seul mineur français visible, hein, donc on est systématiquement conviés à donner notre avis sur le sujet. Donc, au niveau de la fiscalité, ça bouge. Au niveau des règles comptables, ça bouge. On a fait des propositions qui, là, ça y est, vont être débattues à l'Assemblée. Donc ça va bouger au niveau des règles. Il est temps, parce que moi, je prépare mon bilan. Bon, ça fait 18 mois qu'on repousse, là. Il est temps que ça arrive. Mais la France va arriver. Effectivement, on est en retard, mais on va y arriver. Petit mot de Marc et de Laurent. Oui. Pour revenir sur les élections, on n'en a pas parlé, mais mercredi dernier à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la loi Pacte, il y a un article 26 qui a été adopté, qui vient créer dans le Code monétaire et financier un chapitre émetteur de tokens, donc à côté des chapitres 1 qui sera bien divers, de chapitre 2 émetteur de tokens. Et c'est assez vague pour le moment. Et il est indiqué que déjà, si vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes là-dedans. Donc, pour savoir si on est là-dedans, il faut lire tout le Code monétaire et financier. C'est pas évident. Et de 2, ce chapitre, il indique que vous pouvez être visé si vous faites une émission de token par l'AMF, selon le règlement de l'AMF qui n'est pas sorti. Donc, même voilà. en cas d'utility token. C'est ça. D'accord, ok. C'est ça. On peut être visé si on le souhaite. Donc le visa est optionnel. Par contre, si on demande le visa et que l'on fait quelque chose de mal, on peut être arrêté. Enfin, la LSO terminée. Par contre, si on ne demande pas le visa, on est libre. Donc ça n'empêche pas. Donc bon. Et troisièmement, par contre, bonne nouvelle, si on demande le visa, les banques seront obligées d'accepter le résultat de la SEO. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc ça veut dire qu'une ICO qui a demandé le visa, la banque n'aura plus le choix de refuser. Non mais. Une banque sur la elle n'a pas d'ordre à recevoir du gouvernement. De la Banque de la loi France. quand même. Il y a la loi. Non, non, le droit au compte existe déjà, il est bafoué tous les jours, donc ça ne changera pas grand-chose. Oui, mais. On ne peut pas tordre le bras à une banque, ça ne veut pas de vous, ça veut pas de vous. Si une banque nous refuse, si une banque nous refuse, on a le droit d'aller voir la Banque de France qui peut nous obliger à une banque à ouvrir un compte. Non, pas du tout la Banque de France, c'est pas la Banque de France qu'on peut aller voir. Et de toute façon, si moi je suis banquier, le client ne me convient pas, ok, je le prends. Il n'aura aucune facilité de paiement, il n'aura pas de carte bleue. Donc, Mais c'est juste le déblocage des fonds. Oui, c'est déjà une grande. Pourquoi donner les fonds à une banque qui ne veut pas de nous? Oui. Je suis passionné. Laurent? C'est pas une solution. Oui, juste pour ceux que ça intéresse, Mathieu, dans notre équipe, au niveau en tant que responsable financier, il a une liste d'une bonne vingtaine de banques crypto-friendly qu'on a retrouvées et qu'il a mis du temps à la constituer en se tournant vers ceux qui avaient justement réussi des ICO et de trouver par quelle banque ils avaient réussi finalement à transférer le résultat de la levée de fonds. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Étrangère, tout étrangère. Tu m'as fait une fausse joie. Le deuxième point peut-être à ajouter en termes sur les concepts de levée de fonds de type ICO, c'est quand même aujourd'hui un vrai moyen de financement pour les entreprises. Et tu parlais tout à l'heure d'un sujet qui me semble sensible. En fait, c'est la nature même du token. Tu parlais d'un token de type utilitaire, donc qui a vocation à être associé à un service de l'entreprise, ou un token de type securities, donc qui est associé plutôt en fait à une action classique de l'entreprise ou un titre. En fait, c'est un sujet très sensible aujourd'hui quand vous développez ce type de projet et vous faites ce type de levée de fonds, c'est de qualifier en fait la nature même de votre token. Donc nous, par exemple, on est un peu original puisqu'on va développer un système avec 2 tokens, un token utilitaire qui est un token d'infrastructure ou un token de protocole qui va permettre de faire le lien entre les utilisateurs qui vont faire l'acquisition d'un nom à vie et puis l'ensemble des acteurs, on appelle ça les network players, les acteurs du réseau. Alors nous, on n'est pas sur un système de minage, on est sur une blockchain hybride public-privé. Et donc, on va récompenser l'ensemble des acteurs du réseau avec ce token de protocole.
Et donc, on va redonner quasiment l'intégralité en fait des versements réalisés en token à la communauté en fait de notre réseau. Et de l'autre côté, on utilise un autre token en fait, qui est ce qu'on appelle un token non fongible. En fait, c'est quelque chose qui est forgé dans une blockchain, mais qui vous appartient et qui est un peu indépendant de nous. Ça veut dire qu'une fois que vous avez déposé votre nom, il vous appartient à vie et on n'a plus le contrôle dessus. C'est-à-dire que vous êtes possesseur de la clé d'accès et il n'y a que vous qui pouvez l'utiliser pour faire des échanges ou pour faire des transactions. Et ce type de token, c'est quelque chose d'assez récent, qu'on voit assez peu. Et on voit assez peu en fait, de levée de fonds qui portent sur ce type de token parce que c'est assez complexe à faire. Donc nous, notre levée de fonds, on va la faire sur le token de type utilitaire, donc le token de protocole. Mais nos utilisateurs utiliseront bien deux tokens qui sont deux services en fait, différents offerts par la blockchain. Et en fait, il faut bien comprendre qu'on a mis plus de 3 mois en fait, à travailler la token économie. Et aujourd'hui, si vous avez un projet de levée de fonds qui utilise une blockchain, c'est un des enjeux très importants aujourd'hui, c'est de trouver une token économie qui a un vrai sens en fait pour votre activité. Et il y a beaucoup de, tu pourras en parler, il y a beaucoup de levées de fonds qui ont eu lieu, qui ont été considérées un peu comme des arnaques. Mais en fait, c'est pas tant des arnaques, c'est que le token n'avait pas de sens en fait. Ce que vous proposiez, c'était ni plus ni moins l'équivalent qu'un autre moyen de paiement de votre service. Et donc, il n'y a pas besoin d'une blockchain pour ça. Donc ça, c'est un des enjeux assez importants si vous voulez faire une ICO ou vous voulez faire ce type de levée de fonds et d'offrir autre chose que des actions à vos partenaires. Et tout à l'heure, je disais aussi un dernier point, peut-être, qu'une ICO, c'était plus qu'une levée de fonds. C'est beaucoup plus qu'une levée de fonds. En fait, quand vous faites une levée de fonds, je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais investisseur moi-même avec des business angels sur un projet il y a 2-3 ans. Et donc c'était un petit tour de table où il y avait 40 investisseurs, 40 business angels sur le tour de table. Et donc la start-up n'a pas marché comme le créateur l'imaginait. Et à un moment donné, je me suis tourné vers les investisseurs. J'ai dit, mais combien de vous a utilisé et installé l'application de ce jeune fondateur? En fait, il y en avait moins de 10 sur 40. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est qu'en fait, les gens investissent dans des projets, mais sans trop savoir ce que va faire le service, en fait. Et ça, c'est une grosse différence avec des levées de fonds de type ICO. C'est en fait, vous rassemblez une communauté de gens intéressés. Parce qu'en fait, ce que vous avez en échange, c'est un droit d'usage du service. Et donc, pour le coup, il est quand même mieux si vous croyez à ce service et vous allez être le premier utilisateur. En fait, une ICO, c'est aussi un moyen de créer une communauté et de fédérer le lancement de votre projet. C'est un super outil marketing. Paradoxalement, on dit qu'il faut, on en parlait avant la séance, il faut des besoins en financement pour lancer l'opération marketing qui sont importants, mais la création de la communauté est un levier énorme en fait. Je ne sais pas si tu veux... Ouais, je vais aller vite, mais en fait, je suis tout à fait d'accord. Alors, à la fois une ICO, c'est une levée de fonds, donc il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de business model, bah, ça ne sert à rien, c'est quand même la base. Hein. Ça vaut pour une start-up, ça vaut encore plus pour une ICO. Ça veut dire aussi que le deuxième point, c'est que ça se prépare. Donc le white paper, c'est une étape, certes, mais en fait, c'est tout ce qu'il y a avant qui compte. C'est pas... Quand vous avez déposé votre white paper, grosso modo, normalement, la messe elle est dite. Hein. Vous savez déjà que vous avez votre communauté, votre service il est attendu, le token est attendu. C'est pas je vais voir, quoi. Normalement, on sait, quoi. Donc ça, c'est un peu les points que tu évoques. Donc voilà, en fait, c'est juste un révélateur bien plus important entre je viens pitcher dans un incubateur et je présente mon projet au monde entier, parce que c'est ça dont on parle, hein, globalement. Je présente les personnes que je suis qui font des ICO. Ils vont dans le monde entier pour monter leur communauté, quoi. Parce que c'est pas en allant même à Paris pour dire voilà ce que je vais faire, voilà mon token, que globalement la levée elle se fait. Les fonds aujourd'hui qui sont dans des ICO, ils sont très très peu français. Après, il faut se rappeler que la France, c'est 1% de la population mondiale. Voilà. Et ça marche dans tous les business. Hein. Donc, et là, c'est encore plus vrai. On se met au révélateur mondial d'un coup. Bah, vous savez vite si vous êtes pertinent ou pas. Hein. Voilà. Je vais pas plus loin parce que... Je me permets sur les ICO, ça a été dit par Laurent, mais je le précise, c'est pas juste une levée de fonds, il faut que le projet ait besoin d'une blockchain. C'est déterminant. La plupart des projets qui ont été montés en ICO n'avaient absolument pas besoin de blockchain, pas besoin de token, et ces projets ont disparu. Donc c'était un moyen
d'investir avec des retours sur investissement plus rapides qu'avec des IPO. Mais ça a été aussi un moyen beaucoup plus rapide de perdre tout l'argent qu'on avait investi dedans. Donc les ICO, c'est un truc très spécifique, il faut comprendre qui sont les programmeurs, qui est derrière et qu'est-ce que ça propose en tant que service décentralisé. Une blockchain, ça a des objectifs premiers, c'est de résister à la censure, d'être sans frontières, internationale, pair à pair et totalement décentralisé. Si vous n'avez pas besoin de ça, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, vous n'avez pas besoin d'une blockchain, vous avez besoin d'une bonne base de données. Mais il y a des contre-exemples. Je reviens juste sur la banque, parce que je n'avais pas le micro, donc je ne sais pas si vous avez bien entendu. Ce que je veux dire, c'est que ça ne sert à rien de tordre le bras des banquiers, il faut qu'ils aient envie de nous. Ce n'est pas le gouvernement qui va leur dire « prenez ces gens-là, ça ne sert à rien ». Donc c'est mon combat avec le gouvernement, c'est de leur dire « non, n'imposez pas aux banques de prendre les levées d'ICO ou les créateurs de start-up. Ça ne sert à rien, c'est nous qui devons convaincre les banquiers de l'intérêt de ce qu'on fait ». Vous savez du temps, aux États-Unis, tout l'écosystème Bitcoin a été sabré par le milieu bancaire pendant des années et des années. Et aujourd'hui, Goldman Sachs, comme JP Morgan, sont en train d'ouvrir leur desk, leur exchange de crypto-monnaies. Donc c'est une question de persuasion, d'échange. Il faut que le milieu bancaire se rende compte qu'on n'est pas des ours à se baffer de sang. On ne veut pas détruire le milieu bancaire. Loin de là, ce n'est pas du tout le propos. Et donc, grâce au gouvernement, on se rend compte dans des tables rondes, on rencontre la Fédération bancaire française, on rencontre l'AMF beaucoup, et bon, ça commence à échanger de manière ouverte maintenant, et on a bon espoir que très rapidement toutes les startups françaises puissent trouver des supports bancaires traditionnels. On a bon espoir, ça devrait aller assez vite. Merci. Marc. Juste pour revenir un peu sur les ICO, sur l'histoire des ICO, il faut oublier qu'il y a eu des personnes qui ont eu une somme très importante de crypto-monnaies. Et en fait, les ICO, c'était le moyen de les investir, puisque finalement, la crypto-monnaie, pour eux, c'était une monnaie. Et l'ICO, c'était le support d'investissement. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un très fort essor. Et beaucoup de gens ont investi dans les ICO parce qu'ils cherchaient un moyen d'investir ces crypto-monnaies. Et donc les ICO répondaient aussi à ce besoin. Donc c'est un avantage pour la startup. Ça avait un avantage à ce moment-là qui est encore existant, bien que les sommes en jeu ont un peu été réduites avec la baisse des cours. Mais l'avantage est certain pour les deux protagonistes. Est-ce que tu peux nous dire, au niveau de des formations que tu mets en place, comment tu positionnes le programme sur les SEO, sur la blockchain, sur le Bitcoin? Le programme sur la blockchain, c'est essentiellement effectivement sur le fait que ça disrupte quand même le système et que ça a été au départ mis pour disrupter le système. Sur le fait que la blockchain, elle peut avoir beaucoup d'usages. Alors nous, on n'est pas du tout des informaticiens. Par contre, sur les usages de la blockchain, au niveau monétaire, on voit bien qu'aujourd'hui, quasiment tous les échanges se font par exemple en dollars. Demain, on a une crypto-monnaie qui peut servir aux échanges. L'économie américaine risque d'avoir un peu de soucis à se faire parce que voilà, le déficit abyssal qui est financé par l'usage simplement du dollar risque effectivement de les perturber un peu et de leur revenir en effet boomerang. Donc voilà, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi, alors les banques utilisent quand même aujourd'hui la blockchain pour voilà, les smart contracts. Alors on en a discuté parce que c'est pas la blockchain publique, mais ce sont des blockchains privées. Mais il y a effectivement des obligations qui font qu'on est obligé quand même de savoir qui intervient, etc. Mais sur la rentabilisation des processus, aujourd'hui, il y a effectivement l'usage de blockchain à l'intérieur des banques, à l'intérieur des assurances, encore plus, puisqu'avec les smart contracts, on peut automatiser un certain nombre de processus. Et donc, effectivement, ce sont des usages qui sont aujourd'hui décentralisés malgré tout. Donc, on est quand même sur de la décentralisation, mais sur de la blockchain qui reste soit de consortium ou privé. Mais les transferts à l'international, aujourd'hui, énormément d'établissements ont opté pour des transferts à l'international via la blockchain. Donc voilà. Sur les ICO, moi je n'interviens pas sur la partie financement des entreprises. Donc je suis plutôt moi sur la partie innovation et stratégie. Donc voilà. Mais ça, ce sont plutôt les cours de financiers qui interviennent sur cette partie-là. Mais ils commencent effectivement à s'en préoccuper aussi parce que, alors pour tout vous dire, hein, quand j'ai fait la conférence sur le blockchain il y a 2 ans, j'ai eu énormément de CGP qui sont venus me voir, donc conseillers en gestion de patrimoine privé, qui sont venus me voir en disant alors est-ce que je conseille à mes clients d'investir en Bitcoin? Donc il y a 2 ans, c'était encore pas une mauvaise idée, mais voilà, j'aurais dit c'est pas l'objet de la blockchain. Donc après vous pouvez y aller, hein, investissez, mais investissez effectivement sur des projets qui sont intéressants. Donc voilà, mais il y a une confusion sur l'investissement et la spéculation sur le Bitcoin et effectivement l'usage de la blockchain qui peut être tout autre. Donc voilà, moi c'est plus sur les usages effectivement que je dis à mes étudiants, pensez quand vous allez être en poste
à des usages via la blockchain qui peuvent être utiles pour votre entreprise. Et moi, dans le domaine de la production bancaire, il y a plein de choses qui peuvent être utilisées sous la forme, effectivement, certification et datation, etc. Donc il y a plein d'usages possibles de la blockchain dans les milieux bancaires et assurantiels. Ça, j'en suis convaincu. Laurent. Oui, un des usages, en fait, les banques souvent ont un double discours entre le front office et le back office, et puis l'utilisation qu'ils peuvent faire derrière de la blockchain. On le voit avec le projet Ripple, qui regroupe un consortium de 70 banques qui a vocation à utiliser une blockchain pour faire des échanges interbancaires et pour court-circuiter en fait un acteur central pour le coup qui se trouve en Europe, bon, sans le citer. Mais en fait, c'est pour donner des exemples par rapport à la remarque de Catherine sur les usages dans la fintech. Je vais donner 2 exemples parce que la fintech, elle est dans le domaine de la finance. On parle beaucoup en ce moment du système KYC, Know Your Customer. Vous savez qu'un peu toutes les banques ont renforcé leurs procédures pour savoir qui était client, qui ouvrait un compte. Est-ce que vous êtes bien celui que vous prétendez être? Alors même si nous, philosophiquement, chez Nickname, on est anti-KYC, mais ça c'est un autre sujet et c'est un autre débat. Sur le sujet des KYC, je vais donner 2 exemples en fait. Aujourd'hui, il y a un acteur qui a fait une levée de fonds, une ICO à Gibraltar. Je crois que c'était le premier à avoir fait sa levée à Gibraltar, qui s'appelle Trust2.io, qui est en fait une solution de KYC complètement décentralisée. Ça veut dire que c'est un réseau qui met en relation en fait les gens qui ont besoin de faire valider des documents comme des cartes d'identité, des passeports et l'identité d'une personne, avec un ensemble d'autres acteurs qui eux sont notés en fait sur leur qualité de validation. Vous êtes un groupe à valider le même document et s'il y en a un qui fait pas une bonne vérification ou qui triche, en fait il est tout de suite mis en défaut. En fait vous voyez que c'est ce genre de choses. Alors après, entre la promesse du white paper initial et la manière dont ça va être mis en œuvre, c'est un autre sujet. Mais en fait, le white paper, c'était ça. C'était une solution décentralisée ou semi-décentralisée pour faire du KYC. On voit bien que ça, c'est un usage qui va servir au domaine bancaire et qui utilise bien la blockchain. Dans le même registre, vous avez une autre start-up qui n'a pas fait encore son ICO, mais qui existe depuis 3-4 ans. Tu disais qu'il y en a certains, ils faisaient l'ICO bien après avoir lancé leur projet. C'est le cas de Sovereign. Sovereign, c'est un projet aussi de gestion des identités personnelles sur la blockchain. Alors des projets comme ça, il y en a eu beaucoup, comme Civic ou d'autres que certains connaissent. Nous, on a bien aimé en fait le projet Sovereign, qui est très abouti et qui utilise aussi une blockchain pour gérer les données d'identité personnelle sans tiers de confiance. Ça veut dire que vous allez pouvoir échanger des données qui vous appartiennent, qui ont été vérifiés par des organismes vérificateurs qui peuvent être des États, des préfectures et des organismes traditionnels. Mais après, les données vous appartiennent et vous pouvez les échanger avec qui vous voulez. Elles ont été certifiées en fait via un processus derrière une blockchain et les données ensuite sont considérées comme inaltérables et incensurables puisqu'elles ne circulent pas dans un système de stockage centralisé. C'est des exemples d'usage qui profitent aussi à la fintech pour le coup et qui utilisent la blockchain. Peut-être un dernier mot pour Bertrand, ensuite on va passer aux questions. Rapidement, comme tu dis, il y a un côté assez philosophique qui est assez intéressant. Enfin, il y a des pays en Europe qui sont très avancés sur le sujet. C'est la Slovénie, vous avez une carte d'identité unique qui regroupe l'intégralité de tous les éléments personnels. Enfin, ça va, pour l'instant, en France, c'est juste pas envisageable. L'Estonie, pardon, voilà, Estonie, merci. Et sur de l'application pure, et qui est sur la blockchain, et l'application pure bancaire, il faut se mettre un peu à la place des banques aussi, c'est que d'un côté, elles ont une logique réglementaire, on leur dit vous devez de plus en plus contrôler tout ce que vous faites et passer beaucoup de temps là-dessus. Et en même temps, on leur dit il y a toute une nouvelle économie qui arrive qui vient vous demander d'être beaucoup plus agile. Donc c'est quand même pas hyper simple. Pour autant, ils saisissent quand même du sujet. Le crédit documentaire, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en gros, quand vous envoyez du matériel, on va dire, à l'autre bout de la planète en le faisant financer, c'est un système qui en gros prenait une semaine à peu près à financer il y a encore une année, qui aujourd'hui est passé sous la blockchain et qui prend 10 secondes. Et ça, c'est mis en place par des banques françaises. Voilà. Donc c'est des choses qui, comme tu dis, en back-office, sont pas pareilles qu'en front, mais voilà, tout bouge en même temps. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que tu dis aussi les tokens évoluent. Enfin, tous ces éléments-là évoluent. Tu parlais de spéculation. Avant, les ICO, c'était un peu logique. On se disait, ouais, c'est forcément de la spéculation. Hier, le journal du net a sorti l'évolution des tokens, des ICO de plus de 10 millions depuis 2016, en gros, pour voir l'évolution sur un an. Il y en a un tiers qui ont pris de la valeur sur les 35 qu'ils ont recensés.
et là plus ça fait x8. Donc on n'est pas non plus sur des rendements hallucinants, quoi. Il y en a les 2/3 qui grosso modo ont plutôt perdu, certaines qui n'ont pas du tout tenu leurs promesses, qui ont vraiment complètement craché. Mais aujourd'hui c'est plus le sujet de se dire on va faire une SEO parce qu'on va les appâter par de la spéculation. Il faut du sens, il faut une équipe, il faut pouvoir avoir un projet, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que c'est une économie qui devient mature un petit peu, qui évolue encore rapidement, mais là je pense qu'on est à l'aube de quelque chose de vraiment intéressant, quoi. Je vous propose qu'on passe à une ou deux questions, on tient à peu près le timing. Jéhoul. Une petite question, parce qu'on a un acteur du Bitcoin et on a plus des personnes qui sont plus dans la blockchain. Le souci aujourd'hui, je parle médiatiquement et l'image qui est sulfureuse autour du Bitcoin, c'est parce qu'on n'a pas un peu trop mélangé blockchain et Bitcoin, et que dans l'image que les gens se font de la blockchain, parce que nous on est des gens qui sont un peu familiarisés avec la blockchain, donc on comprend tous les aspects utiles qu'il peut y avoir derrière. Aujourd'hui, grand public, blockchain égale Bitcoin égale... Voilà, la méchante finance, la nouvelle méchante finance, est-ce que c'est ça aussi le travail pédagogique qu'il faudrait faire? Alors oui, effectivement, pour beaucoup de gens, blockchain c'est Bitcoin, et ils ont raison, parce que c'est la première blockchain. Le mot n'existait pas avant la création de Bitcoin. C'est en observant le résultat des premiers minages du premier bloc que le programmeur Laszlo Hayek a dit tiens, on dirait une chaîne de blocs, et donc il a inventé le mot. On utilise 4 technologies. Satoshi Nakamoto a inventé le protocole Bitcoin à partir de 4 technologies. Le peer-to-peer, la chaîne de blocs, qu'on appelait à l'époque le LTD, c'était pas la blockchain, la cryptographie asymétrique, et c'est l'ensemble de ces... j'en ai oublié une, je ne sais plus laquelle. La proof of work, pardon, c'est juste mon job. Et donc, c'est ces 4 technologies qui font la solidité du protocole et l'intérêt du protocole. Après, quand on parle de blockchain, on se dit, tiens, on va essayer de déshabiller un petit peu tout ça, et puis d'en tirer profit pour nous, de faire des petites blockchains privées, des petits machins comme ça. Alors, pour un token qui n'a pas beaucoup de valeur, ça peut être envisageable. L'ambition de la blockchain, telle que Nakamoto l'a définie, c'est pas de gérer la traçabilité des poulets de Carrefour, comprenez bien ça, c'est beaucoup plus ambitieux que ça. Alors nous, on a du mal à comprendre en Europe et en France quel est l'intérêt de Bitcoin, donc de la blockchain. Parce que c'est la blockchain Bitcoin, ou la blockchain Ethereum, ou la blockchain Tartampion. La blockchain tout court, ça veut rien dire. C'est pas une technologie à part entière. Ou alors l'ancienne technologie que Nakamoto a utilisée, qui avait déjà 30 ans ou 25 ans quand il s'en est saisi. Donc quel est l'intérêt? Parce que nous, on ne comprend pas en France. Bitcoin, c'est juste ça sert encore une fois à aller sur le darknet, tout ça, ce qui est faux. Hein. Mais comprenez bien que nous, on est des ultra privilégiés. On fait partie de la population riche, d'un pays riche, et on est à peu près la moitié de la population mondiale, simplement. Enfin, nous les Français, hein, nous les gens qui vivons dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles on vit, nous, des ultra privilégiés. 40% des adultes dans le monde n'ont pas accès au système financier, au système bancaire dont on parle là, que la blockchain devrait aider à s'améliorer. Mais c'est pas le propos. C'est que cette finance-là qui va s'améliorer grâce à la blockchain, elle ne concerne toujours que 60% des adultes de la planète. Notre propos, c'est de bancariser les 40% de pauvres de cette planète qui n'ont pas accès aux services bancaires. C'est juste énorme, quoi. C'est presque la moitié de la population mondiale qui est exclue du jeu, qui ne peut pas rentrer dans l'économie mondiale, qui ne peut pas amener ses idées. Ça se trouve, on a le Mozart et le Einstein qui vivent au fin fond de l'Afrique dans un petit village et qui aujourd'hui sont incapables de créer du business. Alors, ils ont Internet aujourd'hui, ils ont des téléphones portables, des smartphones, donc ils ont accès à Bitcoin, ils ont accès à Ethereum, ils ont accès aux crypto-monnaies. Ils peuvent monter des projets, ils peuvent ouvrir un site Internet marchand et décider d'accepter Bitcoin. Alors qu'avant, vous pouvez monter un site marchand, ils ne pouvaient pas accepter d'argent. C'est en cela que Bitcoin a déjà, depuis 10 ans, révolutionné la finance mondiale. C'est juste dingue, quoi. C'est la possibilité pour toutes ces populations africaines, asiatiques, d'Europe de l'Est, d'avoir accès à quelque chose, à un échange de valeurs possible dans le monde entier, sans demander l'autorisation à personne. Un petit mot de Kefin. Je suis complètement d'accord avec toi, mais les transaction fees sur le Bitcoin, qui sont assez élevés maintenant, qui sont à $6 en moyenne, ouais, j'en ai fait beaucoup. Moi, j'arrête pas d'en faire, oui, si t'en as fait au mois de novembre, au mois de décembre. Non, mais actuellement, c'est entre 5 et $6. Faire une transaction en Bitcoin.
Bon, il y a une semaine, j'en ai fait une, c'était ça. Peut-être ça a changé aujourd'hui. En tout cas, c'est bloquant pour ce genre d'économie. Mais c'est pas vrai, je veux pas laisser dire ça. J'ai encore fait une transaction hier soir, 10 centimes, quoi. Non, mais non. Et pas dans le Lightning Network, je parle même pas du Lightning, qui est déjà implémenté. On peut choisir aujourd'hui de payer avec le Lightning. Si c'est Lightning, c'est gratuit. J'envoie 100 000 euros à Taïwan demain, je paye 1 centime de frais, quoi. C'est la réalité, arrêtez de Mais raconter, c'est pas vrai, quoi. je raconte pas les trucs. Non, mais on peut le faire. Il y a les transactions. C'est presque gratuit, c'est ça qu'il faut dire, quoi. Parce qu'il y a des transactions inter-plateformes, il y a des transactions d'un wallet à un autre, il y a plusieurs types de transactions. Alors, même si c'est 5 euros, on marche sur la tête. Qu'est-ce que ça coûte d'envoyer 10 000 euros à Bangkok aujourd'hui? Ça coûte bien plus cher. 700 Mais pour un petit commerçant qui vend des t-shirts, Ouais. 5 euros, ça représente. Alors là, n'importe quoi. Un petit mot, Catherine. Aujourd'hui, j'utilise des cartes de paiement en Bitcoin ou c'est une carte Visa. Il faut savoir ça. On n'a pas besoin que les commerçants acceptent le Bitcoin. Aujourd'hui, moi, j'ai une carte bleue Visa. Thibaut en a une sur lui, là, mon caméraman. Il peut payer avec des cryptos auprès de n'importe quel commerçant. Une baguette à 1 euro, il la paye avec sa crypto. Le commerçant ne le sait même pas, ça coûte rien, quoi. La révolution, elle est là, elle est en cours, elle est devant nous. C'est juste une question d'acceptation et d'intérêt pour ce truc-là. Nous, on n'a pas d'intérêt a priori parce qu'on a confiance dans notre système bancaire, on a confiance dans nos gouvernements, et on a à peu près confiance dans notre monnaie. Mettez-vous à la place d'une population qui a un système dictatorial. Vous parliez de la Chine tout à l'heure, que la Chine a bloqué les mineurs et tout, parce que fuite des capitaux c'est dangereux. C'est dangereux en Chine, parce que c'est une dictature communiste. Mais nous, on s'en fout, qu'on a le droit d'échanger des euros contre des dollars. Enfin, quand même. Donc, c'est pas du tout menaçant pour les démocraties, c'est menaçant pour les dictatures, uniquement. Donc, non, monsieur Ali, Je suis tout à fait d'accord sur le fait. il faut juste changer d'angle de vue et se mettre à la place des populations qui n'ont rien. Et on leur offre une possibilité d'avoir quelque chose, d'avoir la possibilité d'échanger. Voilà. Alors qu'actuellement, ils ont juste de la fraîche et ils peuvent échanger dans leur village. Ils ne peuvent pas passer la frontière, même si elle est à 3 km, et faire du business. Ils peuvent faire de petits business en local et rester à ce niveau-là. Il y a une mondialisation qui vous permet à vous, acteurs français, de vendre vos produits dans le monde entier. Vous trouvez ça normal? Et cette population-là, elle ne subit que les travers négatifs de la mondialisation. La pollution, le changement climatique, tout ce qu'on veut. Et elles n'ont toujours pas accès au système bancaire. J'entendais Jacques Attali, il y a 20 ans, parler de microcrédit pour les populations pauvres d'Afrique et de l'Asie. On en est où? À l'époque, il y avait 55% de gens bancarisés, aujourd'hui il y en a 60%. Quel progrès en 20 ans! Donc non, Bitcoin est un énorme progrès, une énorme révolution monétaire et financière, il faut bien le comprendre. Il ne faut pas rejeter ça en bloc parce que c'est sale, et qu'on peut acheter de la drogue sur Internet, c'est plus vrai du tout. Et surtout, c'est pas à la portée, de cette révolution. La révolution, elle n'est pas dans la blockchain et les petits services que ça va apporter qui vont révolutionner les systèmes notariés ou les systèmes d'avocats ou le tiers de confiance. Elle est dans la monnaie, c'est une révolution monétaire comme on n'a jamais connue dans l'histoire de l'humanité. Il faut que vous compreniez ça. Et après, ça vous donnera peut-être un petit peu l'intérêt d'ouvrir un wallet, c'est gratuit, vous achetez pour 5 euros de Bitcoin, et vous ferez partie de la communauté. Catherine, un petit mot? Non, juste pour aller dans ce sens-là, malgré tout, la Banque mondiale récemment a levé des fonds pour pouvoir développer des projets blockchain. Et récemment, sur une communauté, effectivement, ils ont fait des versements d'aide via la blockchain et en utilisant effectivement l'œil comme reconnaissance, puisque quand vous êtes migrant, vous perdez tous vos papiers. Et en utilisant l'œil, effectivement, ils s'assuraient de la personne. Et ça permettait effectivement de verser des fonds à des personnes qui n'avaient effectivement pas d'établissement bancaire. Donc voilà, c'était juste pour illustrer ce propos de la blockchain qui peut aussi servir à des choses comme ça. L'aide humanitaire, c'est des milliards par an. C'est milliards par an. L'industrie bancaire prend 5, 6, 7% au passage. C'est normal, c'est la règle. Ils ne travaillent pas gratuitement. Avec un système de blockchain, avec Bitcoin ou Ethereum, on peut envoyer des fonds à l'autre bout du monde, à MSF ou à qui on veut. Il n'y a pas de déperdition. Quand vous faites un téléthon, vous avez, je suis content, on a levé 70 millions de promesses de dons. Le lendemain, il y a 20 millions qui tombent. Il y a 50 millions qui ont été perdus dans la nuit parce que les gens ont autre chose à faire, ont changé d'avis ou ce que vous voulez. Avec une blockchain, le gars il fait son virement en Bitcoin le soir même. Le soir même, à la fin de l'émission du Téléthon, on peut dire on a récolté 70 millions, 500 millions, 800 millions. C'est fait, c'est ferme, on ne peut pas revenir en arrière. Donc pour l'humanitaire, ça a aussi des gros avantages. Et c'est quand même dingue que quand on donne de l'argent à MSF, il y ait une déperdition bancaire au passage. Ça vous choque pas? Alors on peut faire autrement. Dernier mot de Laurent, on aura pas le temps de poser une deuxième question, j'imagine. Dernier mot de Laurent. Pas un sujet polémique, mais en fait c'est juste pour rappeler un petit peu ce que cette technologie à l'échelle de l'humanité et de l'innovation, en fait, ça fait 2008, ça fait moins de 10 ans que cette innovation a vu le jour. Moi, je la compare souvent, en fait,
à l'invention de l'électricité au début du siècle dernier. En fait, l'électricité en soi, c'est quoi? On va en faire quoi? En fait, quand on parle de l'électricité, on parle plus de ses apports et de ses usages, on parle de la lumière, on parle des moteurs, on parle de l'électroménager et tout ce que ça a apporté après et qui ont été inventés à partir de l'électricité. Aujourd'hui, en fait, la blockchain et la crypto-monnaie, en fait, c'est le début d'une innovation et d'une révolution majeure qui va donner naissance à énormément d'autres innovations. Et c'est pour ça qu'il faut absolument croire et soutenir les projets innovants sur cette technologie qui sont vraiment des projets qui portent le futur. Merci beaucoup. Si Bertrand promet de répondre en moins d'1 minute. Je ne connais pas la question, mais ce sera moins d'1 minute. J'ai entendu un truc qui était particulièrement choquant, c'est qu'en France, on n'était pas capable de fusionner les identités en un seul cas. C'est pas qu'on n'est pas capable, c'est qu'on a voté qu'on ne pouvait pas le faire. Dans les années 70, on a fait un truc qui s'appelle Informatique et Liberté, qui dit qu'on n'a pas le droit de fusionner les deux dossiers. On ne peut pas fusionner le dossier fiscal et l'assurance maladie. Et c'est tant mieux, parce que sinon, on n'aurait qu'une seule identité, par exemple biométrique, qui serait reliée à toute notre identité, et ça ne permettrait pas l'imperfection qui est humaine. Et donc, ce n'est pas un manque de la France d'être capable de faire ça, c'est une feature, c'est une plus-value de la France d'avoir voté l'absence d'unification des dossiers, qui est une bonne chose et qui a été repris par l'Europe dans la GDPR. Donc il faut arrêter de taper sur la France en disant qu'on n'est pas capable de le faire. On a été capable de faire bien mieux, on a été capable de protéger la sécurité et la liberté des citoyens. C'est autrement mieux que d'être capable de fusionner ton compte bancaire et ton compte fiscal. Je vous propose très vite pour répondre, pour avoir fait beaucoup de missions RGPD cette année, ça me parle pas mal. C'est là où je dis qu'effectivement, il y a une dimension philosophique qui est majeure. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour juger de savoir si c'est bien ou c'est mal. On est juste là pour dire qu'il y a des contextes différents dans le monde entier et que les réactions aux bouleversements qu'on est en train d'évoquer, effectivement, vont être extrêmement variées. Voilà. Je vous propose qu'on s'arrête là, je suis désolé. On dépasse les timings. On va entendre quelqu'un qui représente un réseau d'entrepreneurs blockchain très rapidement, et ensuite on fait le tirage au sort. 1 minute, voilà, avec Alan Fleury qui est là-bas et qui s'est pas levé du coup tellement ça va être court. On a créé un réseau de soutien d'entrepreneurs blockchain et d'acteurs blockchain qui sont aujourd'hui actifs avec la blockchain. Mais il y a parmi nous des avocats, des comptables, des stagiaires, voilà, des devs, mais c'est vraiment centré autour d'un réseau d'entrepreneurs qui ont des entreprises dans la blockchain à Nantes. On se retrouve 2 fois par mois. Il n'y a aucune visibilité, c'est vraiment une question de relation interpersonnelle. Donc si ça vous intéresse, venez voir Alan, qui peut se mettre debout comme ça, vous l'identifiez, ou moi. Et puis la prochaine rencontre, c'est mardi prochain à 8h30, en plein centre. Voilà, merci. Et laisse-le pour finir. Et là, pour finir, on va voir la présentation de l'association Un maillot pour la vie, en fait, qui parle de FinTech Tour, parle du Tour de France et parle du Tour de France des cyclismes. Donc aujourd'hui, on a avec, entre nous Jérôme Pinon, un cycliste professionnel. Donc voilà, je vous passe la parole, Séverine, et je vous laisse présenter l'association et ensuite on passe au tirage au sort. Merci. Et merci de nous avoir invités pour pouvoir présenter l'association. Donc, bien évidemment, qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. Hein, mais voilà, c'est la petite pause avant de terminer. Je remercie aussi les organisateurs pour nous avoir invités. France Innovation, qui est un partenaire sur Paris, et on espère encore pour longtemps. Voilà, l'association Un maillot pour la vie, alors, le temps qu'on cherche le petit film, c'est une association nationale qui a été créée il y a 18 ans, alors dans le sud-ouest, et donc qui a pour but d'amener des sportifs de haut niveau, d'où la présence de Jérôme avec moi ce soir, d'amener des sportifs rendre visite aux enfants malades, toutes pathologies, dans les hôpitaux, pour leur amener un petit peu de joie en organisant des goûters, des actions avec une animatrice voilà, qui est avec l'association tout au long de l'année. Donc voilà, le but c'est de redonner le sourire aux enfants malades. Je dis bien toute pathologie, on en a tous les services. Donc je vais vous passer le petit film parce que ça parlera mieux d'avoir les images et à la limite je peux les commenter, ça sera plus parlant.
Pour bien sûr récolter des fonds, on organise des événements, donc des soirées de gala. On a une thèse la semaine prochaine, mardi prochain, s'il y en a qui sont intéressés, avec des sportifs de haut niveau qui seront là aussi. Des ventes aux enchères de beaux maillots. Et là, c'est un petit peu le Tour de France. Des événements en 2017. Des matchs caritatifs, on organise des tournois de foot en salle, on organise plein d'actions pour récolter des fonds. Alors, on a des sportifs, on a aussi des chanteurs, des acteurs qui viennent aussi. Voilà, là, Roland Garros. Et voilà, des soirées de gala, donc toujours avec des sportifs présents, des entreprises qui achètent, voilà, qui invitent leurs collaborateurs, leurs clients, pour passer une soirée conviviale avec voilà, la présence de sportifs, de Miss aussi, qui nous soutiennent. Voilà, et le but, récolter des fonds, bien évidemment, continuer nos actions et pérenniser l'association pour qu'elle dure encore quelques années. Voilà, là, on fait un petit peu le tour de France de tous les hôpitaux, comme vous pouvez voir. C'est des sportifs vraiment de tout sport. Voilà, là, c'est la fin. Donc voilà, donc c'est mieux, je trouve, de vous passer une petite vidéo pour voilà, vous présenter l'association. Je voulais voilà, vous remercier pour votre attention. Si jamais vous voulez avoir voilà, plus d'informations, je suis à votre disposition. Je vais laisser quelques flyers, mais aussi si vous voulez voilà, parler de ce qu'il est possible de faire. On cherche bien évidemment des bénévoles également. Voilà, c'est bien évidemment aussi des partenaires comme toute association. Et si vous avez des idées, nous aussi, on est preneurs sur Nantes. Voilà, ça bouge bien, mais voilà, on peut toujours sans cesse rien lâcher pour ces enfants. Donc voilà, je vais laisser la parole à Jérôme, qui nous a fait l'honneur d'être là, qui est parrain de l'association depuis de nombreuses années. Je ne sais plus, une bonne dizaine d'années en tout cas, voire plus. Et voilà, en tout cas, vous remercier pour votre attention. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Mais je vais être très court. Hein. Je crois que Séverine vous a bien expliqué le but de cette association et la beauté de cette association. Moi, je suis là en tant que parrain, en tant qu'ancien coureur cycliste. Je crois qu'on a parlé tout à l'heure aussi de personnes isolées dans le monde. J'ai entendu qu'il fallait aller au-devant d'eux. Il y a aussi des personnes isolées en France, et notamment des parents d'enfants hospitalisés à court terme, à moyen terme, à long terme. Et nous, c'est notre rôle hein, en tant que sportifs, que personnes qui pouvons faire rêver un petit peu ces enfants-là, de les accompagner en faisant des actions, comme l'a dit Séverine, en allant dans les goûters, et puis surtout de les accueillir dans nos domaines de prédilection. Je suis beaucoup plus à l'aise sur un vélo dans un col du Tour de France que dans un hôpital déguisé à jouer à quelques jeux que Séverine puisse inventer, et c'est pas très souvent mis en valeur, mais en tout cas on les accueille sur les grands événements. Et puis lors de ces soirées de gala, nous sommes là aussi pour offrir nos maillots, pour offrir des trophées, afin que les partenaires de l'association, les sponsors, les gens qui veulent nous aider puissent acheter ces maillots, offrir à leurs collaborateurs, et mettre encore une fois cette belle assoce en valeur, et aider tout simplement les gamins, et aider aussi, et c'est ce qui m'a plu dans cette association, les familles qui sont au secours, aux côtés de leurs rejetons, qui parfois n'ont pas forcément les moyens de les accompagner sur du long terme lorsque les soins sont longs. Donc l'association vient aussi en aide à ces familles pour permettre aux gamins d'être soignés avec à leur côté un membre de leur famille, si ce n'est la famille entière, lorsqu'on le peut. Donc voilà, c'est pour moi normal d'être ici, un grand honneur toujours de représenter l'association. Et voilà, comme vous l'avez bien dit Séverine jusque-là, si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas. La prochaine soirée, c'est le 25 septembre. Si vous voulez venir découvrir l'asso et ce que nous pouvons faire pour aider les enfants, eh bien, elle est là pour ça. Moi, je peux aussi vous donner quelques informations, mais elle ne saura que mieux vous renseigner. Elle connaît ça par cœur. Merci à vous. Merci à toi, Jérôme.
Et du coup, il n'est pas venu tout seul puisqu'il a amené avec lui un maillot. Donc, tu peux, voilà, il dédicacera à celui qui va gagner ce soir. Voilà, donc maillot de l'équipe. Tu n'en as pas parlé parce que je sais que voilà, tu osais pas parce que tu n'étais pas là pour ça. Mais voilà, tu as créé mon Vital Concept Cycling Club. On espère te voir sur le Tour de France avec les enfants l'année prochaine. Parce qu'on y est chaque année et voilà, ce serait super de pouvoir faire des rêves comme ça pour les enfants. Donc je vais te laisser faire le tirage au sort. Allez. Alors tu es manager, hein. J'avais dit une bêtise au fait. Ah non, c'est bon, t'as vu, c'est marqué, je me suis pas trompée. Manager. Ah, la boîte est... Marion Mornay. C'était Strego. Elle est là. Oui. On a pris une très grande taille. On peut faire chemise de nuit. On peut faire dédicacer comme ça pour le personnaliser. Donc merci à tous. Merci du coup aux organisateurs encore, Gisela, et à toutes les personnes qui nous accueillent, la cantine, voilà, pour cette invitation et bonne soirée à vous.